Bienvenue à cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui utilise un film récent, Leave the World Behind, un peu comme un miroir de nos propres angoisses face à la technologie. Imaginez un peu, tout s'arrête, plus d'Internet, plus de GPS, plus rien. Comment on réagirait? C'est un peu ça la question au cœur de notre discussion. Oui, exactement. La source principale, c'est un article de recherche d'Ina Artemova. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, elle fait pas juste une critique de film, quoi. Elle se sert de ce scénario, cette panne technologique généralisée, pour essayer de comprendre nos réactions humaines profondes face à l'incertitude. Et plus spécifiquement, face aux crises que pourraient provoquer des technologies comme l'IA. D'accord. Donc, on sort de la pure science-fiction pour toucher à des préoccupations bien réelles. L'article dit que le film, c'est comme une sorte de laboratoire social imaginaire, c'est ça là. C'est tout à fait l'idée. Artemova, elle utilise des outils comme la sémiotique, donc l'étude des signes, des symboles, et la théorie des archétypes, pour décortiquer pas tant le film lui-même, mais ce qu'il révèle sur nous en fait. L'objectif, c'est d'identifier des schémas d'adaptation humains, peut-être même universels, quand nos béquilles technologiques, elles disparaissent. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. C'est quoi le point de départ de cette analyse? Pourquoi ce film-là, spécifiquement, et pourquoi maintenant? L'article commence par replacer le film dans notre époque actuelle, une époque marquée par une incertitude omniprésente, hein. Les tensions géopolitiques, les dérèglements climatiques et bien sûr l'accélération fulgurante de la technologie et surtout de l'IA. L'IA, on la voit de moins en moins comme un simple outil passif, de plus en plus comme un acteur capable d'influencer, voire de façonner nos comportements. C'est ce qu'on appelle la perspective post-humaniste. L'humain n'est plus tout à fait le seul maître à bord, disons. Mhm. Et c'est ça qui distingue Leave the World Behind d'autres films de SF comme Terminator, où la menace est très claire, physique, un robot. Là, c'est plus diffus. Précisément. L'ennemi ou la force qui perturbe, c'est une présence quasi fantomatique. Elle dérègle les infrastructures, les communications, les voitures autonomes qui deviennent folles, et même la perception de la réalité des personnages. C'est plus insidieux, oui. Et ça résonne fort avec nos inquiétudes actuelles. L'opacité des algorithmes, notre dépendance au numérique qui grandit sans cesse, et puis les risques, parfois même existentiels, liés à une IA qui pourrait nous échapper. Et le film, il choisit des gens ordinaires, pas des super-héros, pour montrer justement toute la palette des réactions humaines possibles. D'accord. Et l'hypothèse centrale de l'étude, elle découle de ce constat, j'imagine. Oui, tout à fait. L'hypothèse, c'est que face à ces crises technologiques modernes, eh bien la survie, le bien-être, ça dépendrait moins des compétences techniques traditionnelles que de qualités plus humaines. L'intelligence émotionnelle, la capacité d'adaptation, l'esprit critique. Voilà. Et donc, l'analyse, elle cherche, à travers les personnages du film, à identifier des figures archétypales. Des sortes de rôles récurrents qu'on endosse, nous, les humains, dans ce genre de situation. C'est une approche, ouais, assez originale. Mais comment elle fait concrètement pour lire le film comme ça? J'imagine que c'est pas juste regarder et interpréter librement, hein. Ah non, non. Elle utilise une méthode assez structurée. Elle combine principalement deux outils théoriques. D'abord, la sémiotique, inspirée par un penseur comme Yuri Lotman. Concrètement, ça veut dire qu'elle regarde le film comme un univers de signes. Des signes visuels, sonores, narratifs, qui interagissent. Par exemple, la maison. La grande maison luxueuse du début, hein. Voilà. Au départ, c'est un signe de réussite, de refuge, de contrôle. Puis, paf, la crise arrive. Et la maison, elle change de sens. Elle devient un signe de vulnérabilité, d'isolement, presque un piège. Le sens des objets, des lieux, il évolue. Et le son, il est très marquant dans le film, ces bruits stridents, très angoissants. Ah oui, le son, c'est analysé comme un signe absolument majeur de la désintégration ambiante. On passe des sons familiers du quotidien, la musique, les notifs de téléphone, à des silences pesants ou alors à ces sons électroniques inconnus, presque agressifs. C'est le signal que l'ordre habituel est en train de s'effondrer, qu'une menace invisible s'installe. C'est un langage en soi, en fait. D'accord. Et le deuxième outil, alors, les archétypes. Là, on pense un peu au conte de fées, le héros, la princesse.
Comment ça peut s'appliquer à un thriller technologique comme ça? Mais ça vient des travaux de Vladimir Prop, effectivement, sur les contes populaires russes. Prop, il a montré que derrière toutes les histoires différentes, on retrouve des fonctions, des rôles de personnages assez constants. Le héros qui part à l'aventure, l'opposant, l'adjuvant, celui qui aide. L'étude d'Artemova, elle adapte cette idée. Elle suggère que face à une crise moderne, comme une panne techno généralisée, eh bien on endosse aussi des rôles archétypaux. Ce ne sont pas forcément les mêmes que dans les contes, bien sûr, mais ils révèlent des stratégies fondamentales pour survivre, s'adapter ou parfois pour échouer. L'idée, c'est pas d'étiqueter les personnages, mais de comprendre la fonction qu'ils jouent dans la dynamique du groupe face à l'inconnu. C'est plus clair, oui. Alors, justement, quels sont ces archétypes qu'elle identifie dans le film? C'est là qu'on va voir comment les personnages incarnent différentes réponses à la crise. Alors, l'analyse en dégage 6 principaux. Le premier, c'est ce qu'elle appelle le héros adaptatif. C'est incarné surtout par Amanda, la mère, jouée par Julia Roberts. Au début, elle est dans le contrôle, l'organisation, elle bosse dans la pub, elle planifie tout. Face à la crise, elle ne devient pas une guerrière façon Mad Max. Son adaptation, elle est surtout mentale. Elle prend conscience de la gravité de la situation, elle pose des actes décisifs pour protéger sa famille, je pense à la scène avec les Tesla autonomes, et surtout elle finit par critiquer très fort l'illusion collective dans laquelle il vivait tous avant. Son parcours montre l'importance de l'esprit critique, de la capacité à remettre en question ses propres certitudes quand tout s'effondre. C'est une forme d'héroïsme plus psychologique que physique, en quelque sorte. Une capacité à réajuster sa vision du monde. C'est ça. Ensuite, on a le porteur de savoir. Lui, c'est G.H. Scott, le propriétaire de la maison, joué par Mahershala Ali. Il combine un peu deux rôles classiques des contes de peur. Celui qui danse l'alerte, qui comprend la gravité de ce qui se passe, et celui qui donne de l'aide. Il fournit des ressources matérielles, bien sûr, sa maison, son argent, mais surtout, il fournit une forme de savoir, une tentative de compréhension des schémas globaux qui sont à l'œuvre. Il essaye de décrypter la situation à grande échelle. Il représente cette capacité à lire les signaux faibles, à penser système. Et aussi la responsabilité éthique qui va avec ce savoir. Il faut l'utiliser pour le groupe. Et là, l'intelligence émotionnelle est clé pour partager ça sans créer la panique générale. Mhm. Si GH est celui qui sait, qui représente l'obstacle, L'antagoniste. c'est l'IA elle-même, cette force invisible. Ou quelqu'un d'autre. Alors, l'IA est clairement la source du chaos, oui. Mais l'archétype de l'antagoniste, d'après l'étude, il est incarné par un humain. C'est le survivant individualiste, c'est Danny, le voisin un peu parano, survivaliste, joué par Kevin Bacon. Son hostilité, attention, c'est pas de la méchanceté gratuite, c'est plutôt une logique d'autopréservation poussée à l'extrême. Il refuse d'aider les autres, même pour des médicaments vitaux pour Archie, parce qu'il a peur de manquer lui-même. Il illustre bien comment, face à la peur panique et à la perte de contrôle, le repli sur soi, le refus total de coopération, ça peut devenir aussi dangereux pour la survie collective qu'une menace extérieure directe. C'est une forme d'antagonisme très, très contemporaine, née de l'insécurité. Oui, ça résonne avec certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Et les autres figures, il y a d'autres rôles? Il y a le dépendant vulnérable. Lui, c'est Archie, le fils adolescent des Sanford. Sa maladie soudaine est très étrange, il perd ses dents. Ça symbolise notre fragilité physique et psychologique face à l'effondrement des technologies dont on dépendait sans même s'en rendre compte. Il devient complètement passif, totalement dépendant des autres pour survivre. Son rôle met vraiment en lumière comment notre dépendance crée de nouvelles vulnérabilités, des trucs auxquels on ne pense pas et qui se révèlent brutalement quand le système lâche. Et à l'inverse, ceux qui essaient de maintenir un semblant de lien, de normalité, malgré tout, C'est le rôle du médiateur social. Et ce rôle, il est partagé ici par deux personnages. Clay, le père, joué par Ethan Hawke, et Ruth, la fille de G.H. Scott. Ils agissent comme des adjuvants dans la terminologie de Prop, ceux qui aident le groupe à tenir bon. Clay, bon, il est un peu dépassé, angoissé, complètement paumé sans son GPS, mais il essaie quand même de maintenir le dialogue, la cohésion entre les deux familles qui au départ se méfient l'une de l'autre. Et Ruth, elle, par sa présence plus stable, son pragmatisme parfois un peu froid, mais constant, elle offre un point d'ancrage émotionnel. Il montre l'importance vitale des liens sociaux, de l'intelligence relationnelle quand tout le reste fout le camp. Leur fonction, c'est de maintenir le tissu humain qui permet aux autres de s'adapter ou de survivre. il manque une personne. La plus jeune, Rose, la fille obsédée par la série Friends. Quel rôle elle joue, elle, dans cette histoire? Rose, elle incarne un archétype que l'étude appelle le faux héros l'échappiste numérique.
Alors, faux héros ici, ça veut pas dire qu'elle est méchante ou mauvaise, hein. Dans la théorie de Prop, le faux héros, c'est souvent quelqu'un qui semble accomplir une quête importante, mais pour des raisons très personnelles ou sans réel bénéfice direct pour la collectivité immédiate. Rose, elle perçoit des choses, intuitivement. La gravité de la situation, les animaux étranges. Elle voit des trucs. Mais sa réaction principale, c'est de se réfugier dans son monde intérieur, dans sa série télévisée préférée. Sa quête finale, trouver le bunker pour enfin voir le dernier épisode de Friends, c'est une action très individuelle. C'est déconnecté des besoins urgents du groupe à ce moment-là. Donc elle trouve une solution, mais une solution juste pour elle en quelque sorte. Et son moteur, c'est l'évasion, pas vraiment la survie collective. C'est comme ça que l'article l'interprète, oui. Son personnage illustre ce risque de l'évasion numérique comme stratégie d'adaptation face à une réalité trop angoissante. On se plonge dans une fiction rassurante pour ne pas affronter le réel. C'est une critique assez fine de la façon dont la surconsommation de médias peut nous couper de l'expérience authentique, et du coup entraver notre capacité à agir ensemble face à une crise. Et puis, il y a aussi le fait que ces intuitions, personne ne les écoute vraiment chez les adultes. Ça pose aussi la question de l'écoute entre les générations. C'est fou comme voir les personnages sous cet angle des archétypes, ça donne une grille de lecture très parlante sur les différentes façons de réagir face à l'inconnu, surtout technologique. Ça amène forcément à se poser la question, et soi-même dans tout ça. Ben oui, c'est exactement le but de l'analyse, je crois. Utiliser le film comme un miroir pour réfléchir à nos propres mécanismes de défense, nos propres réactions potentielles. Alors, justement, si on élargit un peu, quelles leçons plus globales on peut tirer de cette analyse d'Aurel? Au-delà de ce film spécifique, qu'est-ce que ces archétypes, ces réactions nous apprennent sur la façon de naviguer dans notre monde hyper connecté, hyper dépendant de la technologie? Et ça va bien au-delà des solutions purement techniques ou légales, justement. Premièrement, il souligne le besoin crucial de création de sens collectif. Les cadres légaux, comme l'EIA Act européen dont l'article parle un peu, c'est nécessaire, bien sûr, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que notre rapport à la technologie, il est super ancré dans des habitudes, des attentes sociales. Ce que l'article appelle des normes sociales, en référence aux travaux d'une philosophe, Christina Bicchieri. En gros, on utilise la tech parce qu'on s'attend à ce que les autres l'utilisent aussi. Ça devient presque une obligation sociale implicite. Du coup, quand ça tombe en panne, c'est pas juste un problème technique, c'est une vraie crise de sens, un effondrement des repères collectifs. Et la solution, elle peut pas être que top-down, venir d'en haut avec des lois. Elle doit émerger d'un dialogue large, d'une sorte de reconstruction culturelle du sens qu'on donne à tout ça. D'accord. Donc il faut travailler sur notre culture de la technologie, pas seulement sur les outils eux-mêmes. C'est intéressant. C'est une partie de la réponse, oui. Deuxième leçon, qui est liée. L'intelligence émotionnelle comme contrepoids essentiel. Face à des IA qui, peut-être, nous dépassent déjà ou nous dépasseront sur certaines capacités cognitives pures, ce qui reste distinctivement humain et absolument crucial, c'est l'intelligence émotionnelle. L'empathie, la compréhension des émotions des autres, la gestion des relations, c'est ça qui permet le discernement éthique. Quand est-ce qu'on utilise ou pas une technologie? Pourquoi faire? C'est aussi ça qui maintient le lien social, on l'a vu, c'est vital en cas de crise avec les médiateurs sociaux du film. Et c'est ça qui peut orienter le développement technologique vers des objectifs réellement humains et constructifs. L'article plaide d'ailleurs pour une éducation qui valorise beaucoup plus ces compétences-là. Les sciences humaines, les arts, la philo. Ce n'est pas juste une affaire d'ingénieurs et de codeurs, alors? Intergénérationnel et intragénérationnel. La résilience face aux chocs technologiques, ça peut pas être l'affaire d'une seule génération. Il faut absolument réussir à connecter les savoirs. La compréhension peut être plus globale, plus systémique des plus âgés, comme GH dans le film, avec l'aisance technique, l'intuition des plus jeunes, tout en étant hyper conscient des biais de chacun, bien sûr, comme l'évasion numérique de Rose, par exemple. L'article suggère des pistes concrètes, le mentorat inversé, ou faire de l'éducation aux médias un vrai projet partagé entre les générations. Plutôt que d'opposer les digital natives aux boomers, comme on dit parfois, il faudrait créer des ponts. Et qu'en est-il de la collaboration face à l'individualisme qu'on voyait bien avec le personnage de Danny? C'est le quatrième enseignement clé, et il est très fort dans le film. La résilience collaborative est supérieure à l'autosuffisance, qu'elle soit technologique ou même survivaliste. Le film le montre assez crûment. L'isolement de Danny, même s'il est super bien équipé, c'est une impasse à terme. La survie et surtout l'adaptation du groupe, même si elle est hyper précaire,
Elle repose sur quoi? Sur la collaboration, le partage d'infos, même fragmentaires, même incertaines, la mise en commun des compétences diverses. Ça suggère qu'on devrait peut-être plus développer notre intelligence collective et peut-être même concevoir des technologies qui favorisent cette collaboration, plutôt que de se focaliser uniquement sur l'optimisation individuelle ou la performance pure. Il y avait un dernier point soulevé par l'étude qui concerne l'environnement, c'est ça? Le lien entre la panne technologique et tous ces phénomènes naturels étranges dans le film? Oui, exactement. C'est le 5e point, et il est crucial, je pense. C'est l'idée de l'alittératie écologique comme composante nécessaire de la compétence technologique. L'analyse note bien que la crise technologique dans le film, elle coïncide avec des perturbations écologiques majeures. Le comportement bizarre des cerfs, la migration des flamants roses, là où ils ne devraient pas être. Ignorer ces signaux qui viennent de l'environnement pour chercher uniquement des solutions technologiques, c'est une vision dangereusement limitée, voire aveugle. Une approche vraiment responsable de la technologie aujourd'hui, elle doit intégrer la compréhension des interdépendances profondes entre nos systèmes techniques et les systèmes naturels. Il faut vraiment sortir de cette vision de la technologie comme un truc séparé, hors sol, déconnecté de la nature. Et ça a des implications énormes pour l'éducation, bien sûr, mais aussi pour la conception même des technologies de demain. En résumé, si on écoute bien tout ça, le message, ce n'est pas du tout un rejet de la technologie. Loin de là. C'est plutôt un appel très fort à renforcer nos capacités spécifiquement humaines. L'esprit critique, l'empathie, la collaboration, la conscience écologique. Pour pouvoir interagir avec la technologie de manière plus lucide, plus éthique et au final plus résiliente pour nous tous. C'est exactement ça. L'analyse d'Artemova, en utilisant ce film un peu comme un catalyseur de pensée, elle nous rappelle que la manière dont on va gérer la technologie, ça dépend au moins autant de notre compréhension de nous-mêmes, nos peurs, nos forces, nos façons de coopérer et de donner du sens, que de notre maîtrise purement technique. D'où son appel, à la fin de l'article, à des approches beaucoup plus humanistes, plus interdisciplinaires, pour penser et pour encadrer le développement technologique. Surtout celui de l'IA. Il suffit pas de réguler la machine, il faut aussi cultiver l'humain qui est derrière. Et à côté. Hmm. Cette analyse nous laisse avec une matière à réflexion assez dense quand même. Utiliser une œuvre de fiction populaire pour sonder d'aussi près notre psychologie collective face à l'incertitude technologique, c'est une démarche vraiment éclairante. Et les archétypes, ça rend ces dynamiques très concrètes, je trouve. Oui, il nous donne un vocabulaire en quelque sorte pour parler de ces réactions qui sont souvent très instinctives, très profondes. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une question pour chacun et chacune d'entre nous qui écoutons. Si demain une crise technologique majeure, comme celle du film survenait, quel archétype on aurait tendance à incarner, là, spontanément? Serait-on plutôt l'Amanda adaptative, le GH porteur de savoir, le Danny individualiste, le Clay ou la Ruth qui essaie de maintenir le lien, ou la Rose qui cherche l'évasion? Et surtout, au-delà de cette première impulsion, comment on pourrait consciemment, individuellement et collectivement, choisir de cultiver activement les qualités des archétypes qui semblent favoriser la résilience collective? L'adaptation, la collaboration, la conscience critique et écologique. Voilà de quoi peut-être poursuivre la réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment passionnant sur cette recherche. Merci à vous.